Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs, du lundi au vendredi, sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, pourquoi droit de l'hommiste est-il devenu une insulte? Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Chevènement ou encore plus récemment le président de la République Emmanuel Macron dans un entretien ont chacun employé l'expression droit de l'hommiste pour qualifier parfois des attitudes ou des militants qui mettaient en avant la nécessité de défendre les droits de l'homme. Il y a 10 ans encore, cette mission défendre les droits de l'homme apparaissait nécessaire et même désirable, mais depuis quelques années, il semble qu'un certain réalisme se soit imposé et que, à droite comme à gauche, la critique de la défense des droits de l'homme soit devenue plus sévère. Nous allons en discuter avec nos trois invités. Justine Lacroix est professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, et co-autrice de Des droits de l'homme rendent-ils idiots au seuil avec Jean-Yves Pranchère dans la collection La République des idées. Pierre Manant est avec nous. Il est philosophe, ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur en 2018 de La loi naturelle et les droits de l'homme. C'est paru aux presses universitaires de France. François Croquette est également avec nous. Il est ambassadeur pour les droits de l'homme et la mémoire de la Shoah. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans notre maxime républicaine, il y a la liberté et l'égalité. Et voilà que quand on parle de fraternité, on était traité de droits de l'hommiste. Je sais bien que ce que je vais dire ce matin va amener des ricanements, quelquefois des indignations, mais surtout, on va dire, pauvre garçon. La fraternité, elle est là tous les jours. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots qui chantent. On a ça depuis notre enfance. On oublie la fraternité. Les droits de l'hommiste sont complètement disqualifiés. Soit c'est des rêveurs, soit c'est des gens qui donnent des leçons de morale, qui veulent vous culpabiliser. Ils sont détestés. Mais pourquoi on n'a rien fait de mal ? Bonsoir à vous, Justine Lacroix. Bonsoir à vous, Pierre Manant. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bonsoir à vous, François Croquette. Vous êtes ambassadeur pour les droits de l'homme et la mémoire de la Shoah. Ça vous arrive souvent qu'on vous qualifie de droits de l'hommiste ou qu'on qualifie ceux qui se battent pour les droits de l'homme dans les rencontres que vous faites en tant qu'ambassadeur? C'est un néologisme qui a fait florès en effet, mais c'est plutôt un terme qu'on entend dans le champ politique. Vous avez rappelé quelques-uns des de ceux qui l'ont employé. Moi, je travaille au ministère des Affaires étrangères. C'est un terme qu'on n'emploie pas, puisque en droit, il n'a pas de sens précis. C'est un qualificatif qu'on peut entendre, que Hubert Védrine, par exemple, a employé, et ça n'était pas dans un sens positif, mais c'est quelque chose que moi j'endosserais volontiers. Je suis ambassadeur pour les droits de l'homme, et je suis ambassadeur droits de l'hommiste, et fier de l'être. Justine Lacroix, si vous vous êtes lancé avec Jean-Yves Pranchère dans ce livre, après avoir en fait un autre sur la question des droits de l'homme, c'est aussi parce que vous avez un peu... Cette petite musique a fini par vous agacer, et ce terme de droit de l'hommiste que vous entendiez de plus en plus souvent dans le champ politique vous a un peu énervé. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, on l'a pris comme un symptôme. C'est vrai que le terme, vous le disiez, en fait, je crois qu'à l'origine, il avait été forgé par un professeur de droit international, mais ça a été repris, surtout le premier à l'avoir repris dans le champ politique, c'est quand même Jean-Marie Le Pen. Et puis ensuite, on a vu d'autres hommes politiques, je ne crois pas qu'il y ait de femmes qui l'aient utilisé, d'autres hommes politiques beaucoup plus, dirons-nous, faisant partie du champ respectable de l'horizon, qui l'ont utilisé toujours à charge, évidemment. Mais alors, c'est, disons, ce qui nous a mis en colère, Jean-Yves Pranchère et moi, parce que c'est vrai que ce petit livre est parti d'un coup de colère, c'est peut-être, au fond, cette critique des droits de l'homme qui s'est installée dans le champ politique et dont on a voulu trouver aussi les sources dans le champ intellectuel. Et donc, effectivement, c'est parti d'une volonté de répondre, à un moment, de dire ça suffit, d'être sans cesse renvoyé à une forme de bien-pensance ou d'angélisme quand on traite de la question des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je peux conseiller à nos auditeurs de se référer à un très bon papier qui a été fait sur le site de France Culture en décembre 2018 par Chloé Leprince, droit de l'hommiste, l'histoire d'un néologisme péjoratif sur ce sujet. Pierre Manant, vous êtes philosophe, vous avez critiqué dans ce livre La loi naturelle et les droits de l'homme certains des aspects contemporains des droits de l'homme, mais vous n'avez jamais utilisé ce terme-là. Non, je n'ai pas utilisé ce terme-là.
trouve que le terme n'est pas très éclairant. Il fait partie de ces termes du langage politique qui signalent une atmosphère, qui signalent des directions de l'opinion, mais qui ne sont pas très éclairants. Après tout, le terme populisme est-il tellement éclairant? On pourrait multiplier les termes du vocabulaire politique qui permettent un repérage grossier, disons, des positions, mais qui ne nous éclaire pas beaucoup. Alors j'ai dit tout à l'heure que depuis une dizaine d'années montait justement cette critique des droits de l'homme et ce terme de droit de l'homiste, mais néanmoins on peut dire aussi que, et c'est ce que vous pensez Pierre Manant, il y a aussi des changements qui sont liés aux considérations liées aux droits de l'homme qui sont selon vous de l'autre côté, du côté de ceux qui défendent les droits de l'homme, des évolutions qui nécessitent une critique, Pierre Manant. Si vous me donnez 3 minutes, je vais répondre à votre question. Au fond, il y a eu 3 grandes périodes où le discours des droits de l'homme s'est imposé. Évidemment, à la fin du XVIIIe siècle, mettons notre déclaration de 1789, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ces dernières années, ou ces dernières décennies. Eh bien, ce sont 3 périodes où les droits de l'homme ont rempli une fonction très différente. À la fin du XVIIIe siècle, après des siècles de construction de ce qui va devenir l'Ancien Régime, mais un empilement d'inégalités, de pouvoirs, d'associations, de pouvoirs religieux, sociaux, indémêlables et qui paralysaient en quelque sorte le développement social, politique, moral, intellectuel du pays. Il a été nécessaire de mettre à plat en quelque sorte tout l'appareil. Tout l'édifice. Tout l'édifice pour le reconstruire. Et on l'a mis à plat en invoquant donc radicalement les droits de l'homme. Et à partir de là, on a reconstruit l'édifice. Mais la reconstruction de l'édifice ne s'est pas faite seulement sur les droits de l'homme, elle s'est faite sur beaucoup d'autres principes qui progressivement ont en quelque sorte absorbé les droits de l'homme dans la construction républicaine du 19e et du 1er 20e siècle. Si vous prenez la Déclaration des droits de l'homme de 1948, la Déclaration universelle, d'ailleurs proclamée à Paris en décembre, c'est aussi une réponse aux circonstances de l'époque. Cela vient après la Seconde Guerre mondiale, après en particulier le nazisme, et donc c'est à ce moment-là que vient au premier plan des droits de l'homme la dignité humaine. Et certains d'ailleurs critiquent celle qui porte ces droits de l'homme avec René Cassin, c'est-à-dire Eleanor Roosevelt, en disant bien c'est une sorte de cheval de Troie en Europe de l'Amérique. Certains disent ça. Ça c'est idiot, mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, c'est une réponse, pour reconstruire, disons, les sociétés après la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, mais il y a un effort pour repenser l'ensemble des droits, et c'est une déclaration assez différente de celle de 89. C'est une déclaration, je dirais, beaucoup moins individualiste, où la famille, la nature, les associations, la sociabilité naturelle de l'être humain sont affirmées. C'est une sorte de compromis entre l'individualisme libéral, on dira les choses ainsi, et un personnalisme, je dirais, d'inspiration catholique au sens large. Et donc là, c'est sur cette base, je dirais, assez consensuelle que d'une certaine façon, les 30 Glorieuses se sont développées. Donc, et le troisième temps, donc... Alors, le troisième temps, le nôtre. Ces 2 premiers temps, excusez-moi, je vous ai demandé 3 minutes, j'en prends 4. C'est pas grave. Ces 2 premiers temps, il s'agit de reconstruire. Donc, la perspective est une perspective de reconstruction d'une société soit paralysée, soit profondément blessée. Et la troisième, j'y arrive, le troisième période, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Il ne s'agit pas du tout de reconstruire. Il y a brusquement une radicalisation et un rétrécissement de la référence aux droits de l'homme, qui est une référence alors là de plus en plus strictement individualiste et de plus en plus, je dirais, strictement artificialiste ou constructiviste. Au fond, et droits de l'homme, ce que l'on déclare que c'est un droit de l'homme. Alors justement, c'est sur ce point, j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord, Justine Lacroix et François Croquette, avec ce qui vient d'être dit par Pierre Manant, cette radicalisation. Vous pensez qu'il n'y a pas de radicalisation des droits de l'homme tel que vient de le décrire Pierre Manant, Justine Lacroix?
Non, effectivement, c'est-à-dire que moi, bon, d'abord, une partie du désaccord peut-être avec Pierre Manant tient d'abord à la lecture historique qu'il propose. Je ne suis pas en désaccord frontal, mais en désaccord quand même partiel. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'au fond, dans les déclarations de la fin du XVIIIe siècle, il y a ces deux dimensions. Il y a la défense, effectivement, de l'individu contre l'arbitraire et le pouvoir de l'État. Il y a aussi l'organisation collective, l'organisation démocratique, et que les deux dimensions sont liées, et que ces deux dimensions, on va les retrouver effectivement dans ce moment de renouveau des droits de l'homme, peut-être pas tant un renouveau pratique d'ailleurs qu'un renouveau théorique, un renouveau intellectuel qui va s'opérer, je dirais, à la fin des années 70 et qui ne va pas durer très longtemps, qui va jusqu'au milieu peut-être des années 90, mais très vite le retour de bâton va se faire sentir. Et ce qui me met un petit peu mal à l'aise, c'est que de quoi parle-t-on, et ce serait peut-être là que je voudrais interroger peut-être Pierre Manant, de quoi parle-t-on quand on parle d'une radicalisation des droits de l'homme ou d'un côté artificialiste ? Que s'est-il passé ? C'est que les droits humains ont été, au fond, étendus. Moi, je vois deux grandes avancées des droits de l'homme dans les dernières décennies. C'est les droits des femmes dans les dernières décennies, et c'est les droits des homosexuels. Et on peut y rajouter peut-être aussi la question des droits de la nature, qui sont aussi, et de l'environnement, qui sont en train de se développer. Tout à fait d'accord, mais je crois que c'est une autre question que celle que nous avions en tête ici. Et donc, j'ai un peu l'impression qu'il y a dans au fond, ce reproche qui est fait d'un artificialisme, au fond, ce qui est derrière, c'est l'idée, c'est notamment la question du droit des homosexuels ou des droits des femmes, qui donnerait, au fond, le secret de cette illimitation des droits. Et j'aimerais comprendre en quoi ça diffère vraiment de la logique précédente. On va en poser la question tout à l'heure à Pierre Manant, mais à votre tour, François Croquette, est-ce que ce qui vient d'être annoncé par l'une et par l'autre des deux autres intervenants dans cette discussion, à savoir Justine Lacroix et Pierre Manant, correspond à votre pratique des droits de l'homme? Est-ce que vous vous appuyez sur l'un ou sur l'autre de ces discours, ou sur les deux à la fois, puisque vous êtes ambassadeur pour les droits de l'homme et la mémoire de la Shoah? Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre cette critique des droits de l'homme et du droit de l'hommisme, pour faire court, dont certains ont fait leur fonds de commerce depuis quelques années, et la réalité que j'observe sur le terrain auprès de nos ambassades. Allez dire aux 50 000 prisonniers politiques en Turquie, aux 60 000 prisonniers politiques en Égypte, aux 1,5 millions de Ouïghours qui sont enfermés dans des camps de concentration, il n'y a pas d'autre terme, que les droits de l'homme sont devenus la règle partout dans le monde, j'imagine leur réaction. Je crois qu'il y a effectivement, comme l'a très bien dit Justine, un mouvement qui s'est engagé depuis quelques années, qui montre, comme l'avait expliqué Mireille Delmas-Marty, que le processus d'émancipation individuelle, qui peut-être avait commencé à partir de 1945 et de la Déclaration universelle, est un processus réversible. Et on est bien dans cette phase où les droits de l'homme sont sur la défensive, ils sont attaqués sur de nombreux fronts, et il est d'autant plus important de pouvoir les défendre, y compris effectivement sur ces nouvelles frontières. C'est un terrain qui est mouvant, c'est vrai, les droits des femmes, et c'est pour la diplomatie française une priorité essentielle. Les droits des personnes LGBT, en effet, sur lesquels nous avons été très, très engagés, et nous devons l'être encore, parce qu'il y a encore, par exemple, 75 pays dans le monde dans lesquels l'homosexualité est pénalisée, et dont une douzaine qui appliquent la peine de mort pour homosexualité. Autrement dit, on a encore beaucoup de travail. Pierre Manant, alors, pour répondre à cette interpellation de Justine Lacroix, est-ce que vous pensez que cette question des droits des femmes et des droits des homosexuels diffère ou ne diffère pas de ce qui a été la conquête des droits de l'homme au long du 19e et du 20e siècle, tel que vous l'avez décrite tout à l'heure? Oui, je crois qu'elle en diffère assez radicalement. Si vous prenez, parlons des droits des femmes, l'ouverture du droit de vote aux femmes entre tout à fait dans la logique du développement social et politique de nos démocraties. On étend des droits qui étaient déjà attribués à une partie de la population, on l'étend à la seconde moitié de la population, ça ouvre une participation nouvelle,
une participation nouvelle à la chose commune. Donc, il y a à la fois un élargissement des droits individuels et un élargissement de la participation à la chose commune. Donc, c'est un enrichissement des droits individuels et un enrichissement de la vie collective. Avec les droits, enfin, en tout cas certains, dont il s'agit, c'est tout à fait d'autre chose c'est tout à fait autre chose que nous rencontrons. Il s'agit de voir de quoi nous parlons, parce que droit des femmes ou droit des homosexuels, je crois que j'accepterai beaucoup des droits des femmes et beaucoup des droits des homosexuels. N'est-ce pas ? La question est, lorsque la proposition de droit ou la revendication de droit entreprend de se détacher entièrement de ce que je considère comme le socle nécessairement naturel de certaines règles de la vie humaine. C'est-à-dire que... c'est ce que vous appelez les lois naturelles non, oui, enfin... disons, sur la loi naturelle. J'essaie d'aller au plus court. Bon, l'humanité est livrée, si j'ose dire, par le Créateur ou par la nature, en deux versions. Bon. C'est une condition primordiale de l'humanité. Bon, hommes et femmes, voilà. Condition naturelle, c'est la séparation des sexes et notre condition naturelle. Et nous devons réunir d'une façon ou d'une autre ces sexes séparés. Alors, les modalités de cette réunion ont beaucoup varié, mais, et c'est là que je conteste les derniers développements ou certains des derniers développements de la revendication des droits. Aujourd'hui, la revendication des droits met en cause le caractère organisateur de cette division naturelle des sexes. Je pense à une... C'est-à-dire, en gros, vous critiquez, par exemple, l'idée de genre. J'imagine que vous... L'idée de construire un monde humain... Je vais donner juste un mot. Une grande historienne, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime, dit quelque part, nous en avons assez d'un monde où la différence des sexes organiserait le monde humain. Quand je lis une phrase comme cela, je ne comprends pas bien ce qu'on veut dire. Nécessairement, la différence des sexes, la différence naturelle des sexes, organisera le monde humain, puisque nécessairement, le monde humain doit institutionnaliser et organiser cette différence. Donc, le point sur lequel j'insiste, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien lorsqu'il s'agit de l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, lorsqu'il s'agit de certaines interprétations des droits des femmes, il y a un désir d'effacer entièrement du paysage social la différence naturelle des sexes, démarche qui me paraît, disons, peu sage. Démarche queer par excellence, par exemple. Justine Lacroix, qu'est-ce que vous pensez justement de cette critique de Pierre Manant et François Croquette également Alors, je crois qu'il faut vraiment séparer deux choses. Il peut y avoir certaines interprétations, effectivement, qui visent à effacer la distinction des sexes, mais la logique des droits de l'homme ne conduit pas forcément à cela. Et il me semble que ce qui s'est passé avec la question du mariage homosexuel, qui, à vrai dire, n'est pas pour moi tellement une question de droit individuel, parce que ça a beaucoup été présenté, au fond, comme l'expression de cette illimitation des droits, de cette revendication d'un individu égoïste, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une redéfinition de l'institution du mariage. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, avec avec de très bonnes raisons, on peut s'opposer à cette redéfinition de l'institution du mariage, mais j'ai du mal à voir dans la volonté d'entrer dans cette institution qui est quand même définie par des devoirs, l'expression d'une illimitation du droit de l'individu. Puisqu'il s'agit quand même, en entrant dans le mariage, de souscrire des obligations et des contraintes. La question qui était posée, c'était de savoir, et c'est un choix politique, ce n'est pas une question qui relève à strictement parler des droits de l'homme. La preuve en est, c'est que certains États européens reconnaissent le mariage entre personnes du même sexe, d'autres ne le reconnaissent pas, et vous ne pouvez pas aller devant la Convention européenne des droits de l'homme pour faire condamner votre État. C'est une question qui relève des États, qui relève du choix politique. Mais disons, il me semble que là, on mêle des choses qui sont vraiment très différentes et qui gagneraient à être mieux distinguées. François Croquette. Je crois en effet qu'il y a un risque de confusion et que ce risque est entretenu parfois à dessein.
Lorsque nous sommes engagés, comme c'est le cas depuis quelques mois, dans la ratification, dans le processus de ratification universelle de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, qui est une convention contre les violences faites aux femmes, on nous oppose, y compris dans certains pays européens, notamment en Europe centrale, la théorie du genre, en disant « Ah mais non, vous êtes en train d'essayer de nous faire avaliser des théories que nous réfutons ». Ce n'est pas du tout ce qui est en cause. Ce qui est en cause, ce sont des droits positifs, en l'occurrence les droits les plus essentiels pour les femmes qui sont victimes, en France et partout dans le monde, de violences conjugales. On voit bien là qu'il y a une tentative de nous mettre sur la défensive, une forme de sainte alliance des conservatismes qu'on voit assez bien dans les débats aux Nations Unies, où on a face à nous, sur ces questions, une coalition qui va de pays de l'Organisation de la Conférence islamique jusqu'au Vatican, en passant par les États-Unis, la Russie et la Pologne, membres de l'Union européenne. L'Organisation des Nations Unies a signifié clairement son intention de soutenir les droits de l'homme et de protéger la dignité de la personne humaine. Le préambule de la Charte établit l'idée maîtresse en ces termes. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. 1948 à Paris, Eleanor Roosevelt, veuve du président Roosevelt, pour la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pierre Manant, est-ce que vous avez l'impression de faire partie, comme vient de le suggérer, peut-être pas à votre propos, François Croquette, de la Sainte Alliance des conservatismes? Aussi, je me suis senti très bien entre l'Arabie Saoudite, le régime du président chinois. Je me sens tout à fait... parmi mes confrères en critique des droits de l'homme. Je veux dire, les simplifications sont des deux côtés, mais j'en ai peur parfois. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec Justine Lacroix sur ce qu'elle a dit en dernier lieu, qu'il s'agit d'une redéfinition de l'institution du mariage. Et c'est bien ce que j'essaie d'expliquer dans mon petit livre, c'est qu'on a présenté comme une extension des droits à quelque chose qui est tout à fait autre chose. C'est une redéfinition, mais on ne l'a pas présenté comme une redéfinition, on ne l'a pas défendu comme une redéfinition, on l'a défendu simplement comme une extension des droits au motif que on ajoute des droits, on donne des droits à des personnes qui ne l'avaient pas, on n'en enlève à personne. De quoi vous plaignez-vous? Et c'est là que je trouve que l'argument est extrêmement faible, puisque précisément il ne s'agit pas d'ajouter des droits et de n'en enlever à personne, il s'agit de redéfinir l'institution. La question est alors, est-ce qu'il est tellement raisonnable, sage, prudent, judicieux de redéfinir ainsi l'institution du mariage? Et c'est sur ce sujet-là que la discussion, à mon avis, peut être conduite. Justine Lacroix. Oui, mais là-dessus, je suis d'accord, et c'est peut-être un point sur lequel Pierre Manant et moi, on pourrait peut-être se rejoindre. Je pense qu'il y a effectivement, dans nos sociétés, les droits sont devenus l'idiome pour exprimer des revendications. C'est comme ça. Les revendications, aujourd'hui, s'expriment en termes de droit à. Est-ce que, et c'est sûr, ce mariage homosexuel a été baptisé improprement mariage pour tous. On l'a présenté comme un droit individuel, alors qu'en réalité, tout le monde avait le droit de se marier avant. La seule chose qui a changé, c'est que le mariage n'est effectivement plus défini comme l'union d'une femme. Mais c'est un signe, parmi d'autres, peut-être, de la prégnance du langage des droits. Mais je ne sais pas s'il faut y accorder une telle importance, parce que c'est comme ça que les mobilisations s'opèrent aujourd'hui. C'est comme ça que les gens revendiquent, si vous voulez, que soit mise fin à des situations qu'ils perçoivent comme injustes. François Croquette, vous vous trouvez dans une situation particulière en tant qu'ambassadeur pour les droits de l'homme et la mémoire de la Shoah, donc ambassadeur
non pas de France, mais français de cette qualité. Vous vous trouvez pris entre les feux, vous l'avez dit, de ceux qui refusent la notion de droit de l'homme, qui veulent la changer, la Chine par exemple, ou d'autres pays comme cela, et puis cette extension des droits que l'on voit se mettre en place dans beaucoup de nos pays européens, mais également peut-être aux États-Unis ou ailleurs, même si parfois cette extension des droits est menacée. Et comment vous positionnez-vous d'une certaine façon en tant qu'ambassadeur pour les droits de l'homme dans ces positions qui sont très différentes selon que l'on se situe avec un interlocuteur chinois, du gouvernement chinois, du gouvernement turc ou d'autres gouvernements de ce type, et puis de l'autre côté avec des militants des droits de l'homme dans chacun de ces pays? Moi, je crois qu'il faut aller à la source de la déclaration de 48, et j'étais heureux d'entendre la voix d'Eleanor Roosevelt. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont bien des principes universels que nous défendons. Ce sont des principes auxquels d'ailleurs les États qui aujourd'hui sont acharnés à les combattre ont souscrit en ratifiant ces textes. Ils l'ont tous ratifié ? La Chine a, par exemple, ratifié le pacte sur les droits civils, économiques et sociaux, n'a pas ratifié celui sur les droits civils et politiques. Mais c'est une discussion qui continue aux Nations Unies. Et encore une fois, l'écrasante majorité des États, dont certains font partie de ceux qui sont régulièrement stigmatisés pour leur violation des droits de l'homme, ont signé ces textes. Et je crois qu'il faut le leur rappeler, c'est ce que nous nous employons à faire, pour que cette dimension universelle ait un sens. Ça consiste aussi à se l'appliquer à nous-mêmes, et c'est quelque chose que nous nous efforçons de faire. On sait bien, par exemple, que lorsque un pays est critiqué par des militants des droits de l'homme étrangers sur des pratiques qui ont pu avoir lieu sur son propre sol, par exemple, il le prend généralement assez mal. Qu'au moment des Gilets jaunes, par exemple, la France a été énormément critiquée par les processus de maintien de l'ordre. Les gouvernements français successifs ont pris ça assez mal. C'est l'argument du deux poids, deux mesures qu'on entend régulièrement, encore une fois, dans les enceintes internationales. Mais je crois vraiment, et vous l'avez cité, que ceux qui doivent sourire en nous entendre, ce sont nos camarades chinois. Parce que s'il y a bien aujourd'hui un mouvement, un pays qui est en train d'organiser un démantèlement systématique de ce qui était jusqu'ici le système international de protection des droits de l'homme, c'est la Chine, à travers une entreprise, encore une fois, très organisée, de critique systématique de tous les accords, de toutes les résolutions qui avaient été passées et qui contiennent un langage qui était jusqu'ici agréé, qui ne l'est plus. On le voit aujourd'hui sur des sujets extrêmement difficiles, y compris au plan humanitaire. Et d'autres pays comme la Russie se sont engagés dans cette brèche. On le voit dans les débats sur l'aide humanitaire à la Syrie, par exemple, aujourd'hui. Les conséquences sont très graves pour des populations dont les droits de base sont niés de ce fait. Justine Lacroix, il y a ces critiques-là, il y a les critiques aussi venant d'une certaine extrême gauche sur les droits de l'homme qui seraient fourriers de l'ordre néolibéral aussi. Ça fait partie aussi des critiques qui sont très présentes. Oui, c'est donc avec Jean-Yves Pranchère, on a identifié un certain nombre de critiques adressées aux droits de l'homme. Et effectivement, une, c'est fortement articulée, c'est celle qui lie, au fond, l'expansion des droits humains à la logique néolibérale. Alors, c'est vrai qu'on le montre aussi, c'est une critique qui n'est pas entièrement fausse. D'ailleurs, aucune critique n'est entièrement fausse. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur elle. Mais parce que c'est vrai que, si vous voulez, le langage des droits humains a pu être utilisé pour faire valider un certain nombre de politiques dites néolibérales, ou a pu servir au fond de substitut à l'abandon de politiques sociales plus ambitieuses. Mais en réalité, ce qu'on a tenté de montrer, c'est que très souvent, néolibéralisme et conservatisme vont en réalité de pair. J'entends conservatisme politique. Pierre Manant, s'il fallait stopper la marche des droits de l'homme que vous avez décrite tout à l'heure, il faudrait l'arrêter où pour vous? C'est-à-dire, quel serait l'excès au-delà duquel il ne faut pas aller? C'est-à-dire, est-ce que cette conquête, cette avancée des droits, ce que beaucoup considèrent comme une avancée des droits, pour vous, est inéluctable? Est-ce qu'il faudrait l'arrêter à un certain endroit, et à quel endroit? Non, je ne souhaite pas une réaction qui, en général, inverse les signes, mais
exercent la même aveugle radicalité, si j'ose dire. En revanche, ce, je crois, dont nous avons besoin, c'est de retrouver les voies de politique associante, n'est-ce pas? Parce que si nous avons, aucun de nous jusqu'à présent, on a mentionné quand même une critique à l'égard des droits de l'homme, c'est que une critique que Marcel Gauchet a formulée il y a déjà bien longtemps, c'est qu'ils ne font pas une politique. C'est-à-dire que vous dites, vous, c'est l'addition d'individus vivants séparés, souvent. Disons, je vais accorder le maximum aux droits de l'homme. C'est une condition nécessaire d'une vie sociale, morale décente. Après, sur certains points, je suis en désaccord, mais vous le savez. Mais en gros, les droits de l'homme, ce sont une condition d'une vie morale et sociale décente. Mais ça ne suffit pas pour guider la société, ça ne suffit pas pour la gouverner. Il faut aussi former une association, une communauté. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait une chose commune. Et ce que vous craignez, c'est que ça se dissocie plutôt que ça n'associe. Oui, et les gens ont le sentiment aujourd'hui, ce qu'il y a de fondé dans une certaine critique, c'est que nous savons produire des droits nouveaux, et nous savons de moins en moins comment nous gouverner, nous associer. Et donc, je suis préoccupé de la construction de la chose commune. On peut lire le dernier ouvrage de Jean-Claude Monod qui s'intitule « Comment ne pas être trop gouverné ». François Croquette, sur cette crainte qui est avancée à l'instant même par Pierre Malan. Écoutez, c'est difficile de définir une chose commune à l'époque d'un délitement de beaucoup de pans des États sociaux depuis la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher. Donc je pense qu'on a là une difficulté majeure. Moi j'aime bien la phrase de Claude Lefort que mentionne le livre sur les droits de l'homiste, qui est que les droits de l'homme seraient une condition nécessaire, quoique non suffisante, d'un monde habitable par tous. Et là nous pouvons nous rejoindre. Justine Lacroix. Oui, moi, évidemment, je vous rejoindrai aussi bien François Croquette que Pierre Malan pour reconnaître ce sont les conditions d'un monde commun, les conditions nécessaires, indispensables, mais non suffisantes. Le seul vrai point de désaccord que j'aurais peut-être avec ce que vient de dire Pierre Malan, c'est dans cette vision de nouveaux droits qui seraient dissociants, déliants. En réalité, moi, il me semble que l'affaissement du commun aujourd'hui s'explique davantage par l'affaissement des droits, notamment l'affaissement des droits sociaux et l'affaissement des... Qui sont présents dans le préambule de la Constitution de 1946, oui, qui sont aussi présents dans d'autres textes oui, très fondamentaux. Oui, sans même parler du texte de 1948, qui est pratiquement un texte socialiste, oui, il faut le dire comme ça l'est. Quand on le lit, c'est tout à fait étrange de dire ça aujourd'hui. Mais disons que je vois plus ce qu'on a appelé les nouveaux droits, je vais encore reparler, notamment les droits des personnes homosexuelles me paraissent à nouveau être plus une volonté d'entrer dans des communautés familiales ou des communautés matrimoniales qui sont définies par des obligations, des devoirs et donc des contraintes. Et je ne les vois pas du tout comme l'expression d'une sorte d'égocentrisme complètement débridé. Et par contre, on assiste à une sorte d'affaissement des droits sociaux. Et donc, mon désaccord n'est pas sur la question de savoir est-ce que les droits de l'homme peuvent ou pas suffisent à faire une politique. Évidemment qu'ils ne suffisent pas à faire une politique. Et Marcel Gauchet avait tout à fait la lucidité de le voir et de le dire dès 1980. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, le langage des droits de l'homme soit un langage qui dissocie la société. Les causes de la dissociation sont ailleurs. Pierre Malan. Le commun n'est pas seulement le social, surtout l'État-providence ne crée de l'homogénéité, il remplit une fonction extrêmement utile et personnellement je suis plutôt en faveur de son maintien et de sa consolidation, mais en même temps il place chaque titulaire des droits que l'on appelait des droits créances en quelque sorte obligé de l'État. Donc il ne crée pas véritablement une association active de ceux qui reçoivent les prestations de l'État-providence. Et en tout cas, l'État-providence laisse totalement de côté la question du gouvernement de la chose commune. Et aujourd'hui, dans nos pays, il y a une grande inquiétude devant ce qui apparaît comme une incapacité de nos nations ou de l'ensemble européen à se gouverner lui-même. Et certains des phénomènes populistes sont des phénomènes de
réaction ou d'inquiétude devant une évolution des choses qui semble produire ce résultat que nos nations semblent avoir perdu le droit de se gouverner elles-mêmes. François Croquette ? Moi, encore une fois, je préférerais me placer dans ce débat du côté de ce qu'Hannah Arendt appelait les sans-droits, ceux qui meurent en Méditerranée, encore plus de 1000 l'an dernier. Elle avait en tête les apatrides de l'entre-deux-guerres, par exemple. Voilà. Les réfugiés statutaires qui dorment à la rue dans Paris. C'est aujourd'hui la réalité de ce que nous avons à combattre. Et donc j'entends bien les arguments de Pierre Manant, mais je crois que nous avons affaire encore une fois à une situation critique pour de nombreuses personnes, notamment les défenseurs des droits humains, mais pas seulement. Il y a quelque chose qui a disparu de notre discussion et de notre débat par rapport à une période où il se serait tenu il y a 20 ans, c'est un enthousiasme. Vous n'avez pas l'impression que vous parlez dans la crainte, vous dites j'ai la crainte que ça ne marche pas, Pierre Manant parle dans une autre crainte, Justine Lacroix se dit tout compte fait, ça ne fonctionne pas non plus totalement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce que nous avons perdu dans les discussions d'aujourd'hui autour des droits de l'homme, c'est un certain enthousiasme qu'on a pu entendre dans la déclaration d'Eleanor Roosevelt, par exemple, en 1948 ? Moi, je crois toujours à cet enthousiasme. À mon avis, il est toujours là. Je le vois dans les réactions des étudiants que je rencontre régulièrement, que ce soit en France ou à l'étranger, où on sent, et notamment vis-à-vis de notre pays, une forme d'attente à laquelle il nous appartient de répondre. Oui, et pour vous, Justine Lacroix ? Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit et je retrouverai votre question de l'enthousiasme. Je suis d'accord avec Pierre Manant qu'il y a un sentiment de dépossession ou de dessaisissement. Qui pourrait en faire le constat. Et en même temps, ce sens du commun, que vous avez raison de ne pas réduire simplement au social, et je ne pensais pas qu'à État-providence, il se manifeste aussi dans les associations qu'on voit s'organiser. Vous avez parlé du droit de la nature, puis on a évacué la question, mais qu'on voit s'organiser autour de la question du climat, la floraison. Je ne pense pas qu'aux manifestations, mais aux floraisons d'initiatives qui existent pour recréer des formes plus coopératives, d'autres modes de vie plus respectueux de l'environnement ou plus respectueux notamment des traditions, des traditions agricoles. Je pense, vous avez parlé des migrants, à des associations qui se mobilisent aujourd'hui. On en a un exemple très important en Belgique, notamment sous la forme de ce qu'on appelle une plateforme citoyenne. Donc c'est magnifique nom, qui montre bien qu'il y a quand même des sens du commun qui peuvent s'organiser, se partager et qui s'articulent souvent autour de la défense de certains droits, qu'il s'agisse des droits de la nature, même si je n'aime pas beaucoup cette expression, ou des droits des personnes migrantes. Vous appeliez de vos voeux tout à l'heure, Pierre Manant, à l'association. Vous disiez qu'il faut être plus associant. Est-ce que ces associations font partie de l'association ? Les associations font partie de la pulsion associante que l'on veut encourager. Mais il y a quand même le niveau politique qui reste un niveau décisif parce que, ultimement, le destin des sociétés est lié au destin de leur gouvernement. Je veux dire au sens bien sûr englobant du terme. Pas l'institution, mais... Pas les quelques personnes qui gouvernent. Et la capacité, si vous voulez, l'enthousiasme tout de même des siècles modernes a été porté par le désir de se gouverner enfin soi-même librement, n'est-ce pas ? C'est ce qui a été quand même le ressort, à la fois politique, mais aussi, on peut dire, j'abuse parfois du terme, spirituel de la démocratie européenne. Et aujourd'hui, ce désir de se gouverner soi-même, comme un ensemble qui se donne forme et qui la préserve et qui la garde, qui produit une chose commune par son action, eh bien, ce désir s'est beaucoup émoussé. C'est le terme. Vous pensez cela, mais on peut aussi penser qu'il y a beaucoup de dynamisme dans tous les coins de nos sociétés qui sont à l'œuvre et qui peut-être vont finir par donner un nouveau type de gouvernement. Un dernier mot, François Croquette ? Peut-être un dernier mot pour conclure en soutien à Fariba Adelkhah et Roland Marchal, aujourd'hui otages en Iran. 2 chercheurs qui sont otages en Iran, effectivement, et auxquels on pense. On a consacré une émission il y a quelques temps justement sur les risques de la recherche. Quand on est chercheur et qu'on s'en va sur des terrains à risque, on sait malheureusement que parfois, on peut se retrouver dans des situations complexes. C'est le cas de Fariba Adelkhah et de Roland Marchal. Merci d'avoir pensé à eux à la fin de cette émission. Merci à vous, Justine Lacroix. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Jean-Yves Pranchère des Droits de l'homme, rendent-ils idiots dans la
collection La République des idées au seuil. Pour votre part, Pierre Manon, on peut conseiller la lecture de La loi naturelle et les droits de l'homme aux presses universitaires de France. Et merci François Croquette d'être venu. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André à la technique. Aujourd'hui avec nous, Pascal Baudin à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.